Bienvenue. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Samuel Mareel, qui est conservateur en chef au Hofterbusleiden à Malines, donc pas vraiment musée, je ne sais pas, un lieu patrimonial. Disons, qui évidemment il va vous expliquer à son histoire et qui a certaines exigences assez spécifiques comme lieu culturel. Je pense qu'ils ont énormément de chances de vous avoir comme conservateur en chef parce qu'en fait le passé académique de Samuel est plutôt dans le monde de la littérature. Il est grand spécialiste des rhétoriciens, donc de cette pratique littéraire qui existait en Flandre, mais pas uniquement, au XVe, XVIe siècle, pas après. Bon, ça existe toujours. Ah, ça existe Oui, toujours, oui, mais qui avait vraiment qui a vécu un grand moment. Donc il a fait sa thèse sur ça. Il a en même temps enseigné beaucoup aussi à l'université de Gand et ailleurs. Et en fait, je ne sais pas comment le tournant s'est fait vers les arts visuels. Donc vous allez peut-être en parler aussi. Il a aussi eu un an, il me semble, c'était au Getty Institute. Non, c'était au... Vous avez passé un an aux États-Unis. Oui, à Berkeley. Ah, c'était à Berkeley, voilà. Donc, je pense un homme avec beaucoup de surprises, mais qui a développé une politique d'exposition extrêmement originale dans ce lieu qui est pas très grand, mais qui est chargé d'histoire, avec des belles expositions. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le catalogue, c'était étonnant, sur le 19e, le 19e siècle et son anachronisme, son retour vers le passé, la façon dont la peinture belge a vraiment a construit quelque part une origine un peu imaginaire, et qui s'est visualisée à travers ces tableaux assez donc pseudo-historiques. Donc ça a dû être fascinant de le voir. Et puis actuellement, vous avez une exposition des œuvres qui sont dans la collection parce que vous êtes en travaux, où vous allez toujours en rénovation. Oui. Voilà. Donc la problématique aujourd'hui, ça va être surtout comment transformer un lieu patrimonial, un peu comme ici aussi au château, on doit le faire, en lieu culturel et vu à travers aussi le cadre de la politique culturelle qui existe aujourd'hui en Flandre, hein, et qui est assez spécifique. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Veerle. Merci pour l'invitation. En 2015, je vais commencer aux Pays-Bas, mais je viendrai en Belgique et à la Flandre après. En 2015, le Rijksmuseum d'Amsterdam et le Louvre ont acheté au baron français Éric de Rothschild un double portrait peint par Rembrandt de Marten Solmans, un marchand de sucre émigré d'Anvers à Amsterdam pendant la révolte des Pays-Bas, et de son épouse Opien Coppit. Malgré le prix d'achat astronomique de 160 millions d'euros, cette acquisition a été accueillie de manière très positive aux Pays-Bas. Le journal néerlandais Het Parool a cité l'heureux directeur du Rijksmuseum, Taco Debets, qui a déclaré, et je cite, « Ce sont deux jeunes gens riches de 20 ans qui, après leur mariage, se sont laissés peindre par Rembrandt, l'artiste le plus couronné de succès et le mieux payé de la ville la plus grande et la plus importante de la République des Pays-Bas. » Fin de citation. Tant dans la presse que parmi le public, c'était surtout la fierté que le Rijksmuseum et l'État néerlandais aient réussi à réunir l'argent nécessaire pour ramener ce patrimoine aux Pays-Bas qui prévalait. Seul le fait que les Pays-Bas ne pouvaient pas acheter les deux tableaux seuls, et vous vous en souvenez peut-être, et devaient en partager la propriété avec l'État français, a suscité une certaine déception. En 2021, le Rijksmuseum achète à nouveau une autre œuvre de Rembrandt à la même famille de Rothschild. Il s'agit cette fois d'un seul tableau, un autoportrait du peintre en porte-drapeau pour 175 millions d'euros. Mais les parallèles s'arrêtent là.
La presse néerlandaise est largement négative sur cet achat. Citation, « Avons-nous besoin d'encore un autre Rembrandt ?» s'interroge de Volkskrant. Il s'agit déjà de la 45e œuvre de cet artiste dans un musée néerlandais et de la 23e au Rijksmuseum. N'y a-t-il donc pas d'autres artistes dans l'histoire de l'art néerlandais, des femmes par exemple, ou des personnes de couleur? Et 175 millions d'euros, c'est presque 10 fois le budget total d'acquisition des musées néerlandais en 2020. Une telle somme ne serait-elle pas mieux utilisée pour soutenir les artistes néerlandais contemporains, les Rembrandt de demain, Not Trouw, un autre journal néerlandais? L'un des experts interrogés se demande également si Rembrandt est toujours un, citation, symbole de notre identité nationale qui est aujourd'hui plus multiculturelle. Les Néerlandais d'aujourd'hui voient-ils encore Rembrandt comme un symbole des Pays-Bas? Fin de citation. Que s'est-il passé entre 2015 et 2021 pour que l'attitude de la presse néerlandaise à l'égard de l'acquisition de deux tableaux du XVIIe siècle très similaires change à ce point? Comment l'art de Rembrandt est-il passé en 6 ans d'un objet de fierté nationale à un symbole d'une monoculture blanche, élitiste et masculine? Les questions soulevées après l'achat de 2021 ne sont pas nouvelles. Au milieu des années 1980, par exemple, un groupe d'artistes américaines anonymes, les Guerrilla Girls, a commencé à attirer l'attention par des moyens ludiques sur l'importance des femmes artistes et des artistes de couleur. En particulier, leur campagne d'affichage posant la question « Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Met ?» a fait sensation. Dans cette affiche, les auteurs notaient que dans la section d'art moderne du Metropolitan Museum de New York, les femmes représentaient moins de 5% des artistes présentés, mais 85% des personnes représentées nues dans une œuvre d'art. Pourtant, c'est entre 2015 et 2021 que l'appel à une plus grande diversité et à une représentation démocratique semble avoir pris de l'ampleur. Cela s'est produit non seulement dans le monde de l'art moderne et contemporain, vers lequel les Guerrilla Girls et d'autres voix contestataires similaires s'étaient surtout tournées dans le passé, mais aussi dans celui de l'art ancien, qui est traditionnellement un bastion de la tradition et de la continuité. La principale raison à cela doit bien sûr être recherchée dans l'actualité, où, juste au cours de la période 2015-2021, certains événements importants ont aiguisé la conscience et la sensibilisation autour des thèmes de la diversité, de la représentativité et de l'écologie au sens large et à l'échelle internationale. En octobre 2017, vous savez tout ça, à la suite d'une série d'allégations contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, le mouvement MeToo a pris de l'ampleur aux États-Unis. Au printemps 2020, la pandémie du Covid se déclenche, ce qui maintiendra le monde entier dans une emprise paralysante pendant 2 ans. Le 25 mai 2020, l'Afro-Américain George Floyd meurt dans la rue à la suite de violences policières insensées. Le mouvement Black Lives Matter, actif aux États-Unis depuis 2013, s'impose au niveau international. La pénétration des thèmes que je viens de nommer dans le monde de l'art ancien et des musées ne s'est certainement pas limitée aux Pays-Bas. L'appel lancé par la presse néerlandaise à la suite de l'acquisition en 2021 du Vaandeldrager de Rembrandt en faveur d'une plus grande diversité, ainsi que la perception sous-jacente de l'art comme étant encore trop élitiste, blanche et masculine, trouvent également un écho dans le domaine plus large de la muséologie internationale. Le Conseil international des musées, l'ICOM, est un indicateur intéressant à cet égard. Dès sa création, en 1946, cette organisation internationale non gouvernementale basée ici ou tout près d'ici à Paris établit une définition de ce qu'est un musée. Depuis, cette définition a été mise à jour 8 fois. Lorsqu'on compare l'avant-dernière version, datant de 2007, avec la définition proposée l'année dernière, on voit une évolution comparable à celle entre les achats des 2 Rembrandt par le Rijksmuseum. La définition de 2007 décrivait
un musée comme, et je cite la traduction de ce que vous voyez sur le diaporama, une institution permanente à but non lucratif au service de la société et de son développement, ouvert au public qui acquiert, conserve, recherche, communique et expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'éducation, d'études et de délectation. Lors de l'Assemblée générale de l'ICOM en 2022, cette définition a été modifiée comme suit. Un musée est une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui recherche, collecte, conserve, interprète et expose le patrimoine matériel et immatériel. Jusque-là, c'est largement la même chose qu'en 2007. Mais après, ça change. Ouvert au public, accessible et inclusif, les musées favorisent la diversité et la durabilité. Ils fonctionnent et communiquent de manière éthique, professionnelle et avec la participation des communautés, offrant des expériences variées pour l'éducation, le plaisir, la réflexion et le partage des connaissances. L'évolution de la définition de l'ICOM entre 2007 et 2022 va donc dans le même sens que les réactions à l'acquisition des Rembrandt par le Rijksmuseum entre 2016 et 2021. Plus de diversité, de participation et de durabilité. Parallèlement à l'appel international à plus de diversité, de durabilité et de démocratisation dans le secteur des musées, y compris dans le monde de l'art ancien, une deuxième tendance frappante peut être observée en Flandre ces dernières années. Depuis 2014, l'année où le Rijksmuseum a entamé des négociations avec le baron Éric de Rothschild pour acheter Maarten et Opje, la Flandre est gouvernée par une coalition de nationalistes flamands, la NVA, de démocrates chrétiens, CD&V, et de libéraux, de Open VLD, dans laquelle la NVA est le plus grand parti et fournit également le ministre-président, le ministre-président. La culture est un fer de lance important pour la NVA. Depuis 2019, la compétence de la culture est aussi entre les mains d'un ministre NVA, le ministre-président Jan Jambon lui-même. Le passage sur la culture dans l'accord de coalisation du gouvernement montre clairement l'orientation nationaliste flamande. Et je la cite et vous voyez là l'original en néerlandais. La culture fait partie de l'ADN des Flamands. Nous avons hérité des générations précédentes une culture riche qui nous inspire aujourd'hui et nous ouvre une fenêtre sur le monde. Nous faisons de la Flandre une nation forte et sûre d'elle, dont les Flamands et les visiteurs sont fiers, en nous concentrant sur une riche gamme d'expériences culturelles. La culture, c'est aussi le patrimoine, les loisirs et même la diplomatie internationale. La Flandre ne peut vraiment briller que si elle brille également sur le plan culturel. Les maîtres flamands d'hier et d'aujourd'hui et dans toutes les directions créatives doivent devenir la vitrine de la grandeur de la Flandre. Les intentions culturelles du gouvernement Jambon, pour qui le passé et l'art qu'il a produit sont avant tout une source de fierté et d'inspiration, se sont traduites par un certain nombre d'initiatives concrètes, telles qu'un canon flamand. Je ne sais pas si vous avez perçu ça ici en France, en Belgique, en Flandre au moins, les journaux en étaient pleins, et une série télévisée, Het Verhaal van Vlaanderen, l'histoire de la Flandre. Il serait erroné d'opposer a priori les appels à plus de diversité dans le secteur des musées d'une part et les initiatives du gouvernement flamand visant à rendre les Flamands plus familiers et plus fiers de leur propre passé et de leur propre patrimoine d'autre part. La diversité et la durabilité sont également des préoccupations importantes pour l'actuel ministre de la Culture. Pourtant, les deux approches de la culture ne se rejoignent pas vraiment et une certaine polarisation est même perceptible. Ces contradictions ont récemment été mises en lumière par la publication Over Woke, sur le woke. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour ça, je sais qu'en France, le même. Normalement, les Français trouvent toujours des mots français pour tout, donc, mais pas pour le woke. Donc, sur le woke de Bart de Wever.
Dans ce livre, le président de la NVA et maire d'Anvers dénonce le fait de ce qu'il appelle l'élite intellectuelle divise trop la société en auteurs et victimes. Le résultat n'est pas la fierté de sa propre culture et de sa propre histoire que De Wever considère comme si importante, mais la honte et une guerre d'autodestruction. Les tensions et les contradictions entre les appels à plus de diversité, de durabilité et de démocratisation dans les arts d'une part, et les appels à plus de fierté pour notre histoire et nos traditions d'autre part, sont assez bien connus des médias, en particulier dans les colonnes d'opinion. Cependant, ils partagent également une caractéristique importante qui n'est pas souvent soulignée. Ils abordent tous deux le passé et notre patrimoine fortement à partir du présent. Dans l'un, le passé est soumis à un examen critique à l'aune de valeurs et de normes très appréciées dans notre société contemporaine, telles que le genre, la diversité et l'écologie. Dans l'autre, le passé est censé donner au présent un éclat glorifiant et créer un sentiment d'appartenance. Ils sont également tous les deux fortement inspirés par une idéologie politique. Le patrimoine et l'histoire servent principalement à étayer une vision du monde. Le passé a toujours été interprété à partir du présent. C'est le regard contemporain qui structure une masse essentiellement chaotique de données historiques et de reliques matérielles. C'est également le regard contemporain qui détermine ce que nous trouvons intéressant et pertinent dans le passé. Le regard contemporain est, on pourrait dire, la colle qui ressemble les fragments du passé et en fait l'histoire. Pourtant, le poids du présent sur notre intérêt historique n'est pas toujours égal. À certaines époques, le poids du présent sur le passé semble plus lourd qu'à d'autres. Toute image du passé, qui n'est pas reconnue par le présent comme l'une de ses propres préoccupations, menace de disparaître irrémédiablement, a écrit le philosophe allemand Walter Benjamin. Cette phrase est souvent citée dans des publications récentes sur la muséologie. Pourtant, cette affirmation est profondément ancrée dans le moment où le philosophe l'a écrite au début de l'année 1940 dans ses Über den Begriff der Geschichte, thèse sur la philosophie de l'histoire. Les années entre 1914 et 1940, entre le début de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ont été en Allemagne une succession de révolutions, de développements technologiques majeurs et l'émergence de la métropole moderne de Berlin. Pour de nombreux penseurs allemands de l'époque, cela a créé le sentiment d'une époque unique et surtout d'une rupture avec l'histoire et la tradition. Il y avait le sentiment de vivre dans un maintenant unique que Walter Benjamin appelait le Jetztzeit, le temps du maintenant. Cette expérience aiguë du maintenant a dû être renforcée par les circonstances immédiates dans lesquelles Benjamin a écrit son texte, encore ici tout près à Paris, dans les premiers mois de 1940. Benjamin, d'origine juive, fuyait le régime nazi d'Hitler. Cependant, l'avancée des troupes allemandes allait bientôt révéler qu'il ne pourrait pas non plus rester en France. Et Benjamin se suicida à la frontière espagnole quelques mois plus tard, en septembre, en désespoir de cause, lorsqu'il devint évident que l'Espagne ne l'accepterait pas. Même l'analyste le plus sombre de notre époque devra reconnaître qu'elle est moins urgemment dramatique que l'année où Walter Benjamin a écrit ses thèses sur la philosophie de l'histoire. Pourtant, l'expérience du Jetztzeit de Benjamin, le sentiment que le présent est un moment qui ne s'inscrit plus dans le continuum de la tradition, est bien reconnaissable aujourd'hui. Nous pouvons penser en particulier à la conscience accrue d'une partie de la population des formes d'injustice enracinées dans notre culture, en particulier à l'égard des minorités dans la société. La tradition et l'idée que certaines choses doivent être acceptées parce qu'elles nous ont été transmises par le passé constituent en grande partie à ce quoi s'oppose le woke.
Nombreux sont ceux qui estiment que notre tradition, par exemple dans la manière dont les minorités sont traitées, a atteint une sorte de point de rupture. La vision de Walter Benjamin, selon laquelle le passé n'a de valeur que dans la mesure où il fait appel aux préoccupations de son époque, n'est pas la seule possible. Le passé peut être attrayant, non seulement parce qu'on y reconnaît son propre temps, mais aussi du fait qu'il est différent en raison de son étrangeté. Cette caractéristique est souvent désignée par un terme lancé dans un contexte assez différent par le philosophe français Emmanuel Lévinas, à savoir l'altérité. C'est un mot qui a aussi une version en néerlandais, alteriteit, ou en anglais, alterity, mais qui a donc son origine en français. Et altérité que Lévinas définit comme le caractère de ce qui est autre. L'autre échappe souvent à notre compréhension car nous ne pouvons pas le réduire entièrement à nous-mêmes. Lévinas a pensé à l'altérité principalement en termes de personnes, autres personnes. Mais le terme s'applique également à l'histoire. L'expression la plus célèbre, et c'est une de ces expressions que presque tout le monde connaît, mais très peu de gens savent d'où vient la citation. Donc il s'agit d'une citation qui va « The past is a foreign country, they do things differently there ». Le passé est un pays étranger, on fait les choses différemment là-bas. Et la citation vient d'un roman d'une écrivain britannique, L.P. Hartley, il s'appelle The Go-Between, un roman de 1953. Cette citation compare le passé à un pays étranger. Cette comparaison est encore très éclairante pour aujourd'hui, car nous semblons généralement plus indulgents envers l'autre dans des pays étrangers qu'envers l'autre du passé. Les énormes différences sociales en Inde ou la place des femmes dans certains pays musulmans ne nous empêchent généralement pas de visiter ces pays et sont considérés comme une partie de la culture qu'il faut respecter. Par rapport au passé, cependant, nous semblons être beaucoup plus stricts aujourd'hui. Le rôle important de la religion, la domination du mâle et du blanc sont de plus en plus considérés comme des obstacles pour apprécier le passé. L'importance de la Jetztzeit dans les arts d'aujourd'hui est évidente si l'on compare l'intérêt pour l'art ancien et pour l'art contemporain. Le marché de l'art est un indicateur intéressant à cet égard. On y trouve des œuvres de toute l'histoire de l'art. Les œuvres d'art sont achetées individuellement, ce qui, bien plus que dans les musées ou les expositions, nous donne une idée précise des œuvres qui intéressent les acheteurs et de la valeur financière qu'ils y accordent. Les chiffres concernant les œuvres d'art vendues aux enchères en 2022 sont assez stupéfiants pour les maîtres anciens. Seuls 5% du montant total a été consacré à des œuvres de maîtres anciens. Les maîtres anciens étant des œuvres d'art datant d'environ 1300 en 1850. 45% ont été consacrés à l'art d'après-guerre et à l'art contemporain, et les 50% restants à l'art des impressionnistes et du modernisme, les Monet et les Manet, etc. Obsessed by the present, who's got time for old masters? Obsédé par le présent, qui a le temps pour les vieux maîtres? Titrait un article du New York Times du 16 janvier 2023 sur ce sujet. Les raisons de l'intérêt limité pour l'art ancien lors des grandes ventes aux enchères relativisent quelque peu le caractère dramatique tout en étant révélatrices. C'est un groupe très restreint et très spécifique qui achète des œuvres d'art dans ce contexte. Les acheteurs les plus actifs et les plus riches du marché de l'art se trouvent aujourd'hui en Asie et dans la Silicon Valley, sur la côte ouest des États-Unis. Il s'agit de personnes qui sont géographiquement et culturellement plus éloignées de la culture européenne et des épisodes de l'histoire européenne, de la mythologie classique ou de la Bible, souvent représentés dans les œuvres des maîtres anciens. En outre, il s'agit d'un groupe pour lequel les idées sur la classe sociale, le genre et la race qui se dégagent d'une grande partie de l'art ancien sont perçues comme démodées et souvent carrément offensantes. L'art contemporain n'est pas nécessairement plus diversifié, mais il a une plus grande aura de modernité, est plus à la mode, est plus sujet à des modes et contient souvent des références explicites et assez facilement reconnaissables à notre propre époque.
Dans les musées et les expositions, l'art ancien se porte toujours mieux que sur le marché de l'art. Les 3 musées les plus visités au monde en 2022, le Louvre, les musées du Vatican et le British Museum, sont des institutions qui présentent principalement de l'art et du patrimoine ancien. Les expositions monographiques d'artistes chrétiens blancs et masculins comme Jan van Eyck ou plus récemment, il vient de fermer au Rijksmuseum, Johannes Vermeer, continuent d'attirer des visiteurs en masse. Pourtant, il semble que ce soit surtout les personnes plus âgées qui s'intéressent à l'art ancien, tandis que les musées d'art contemporain semblent attirer plus de jeunes. Il y a donc de fortes chances que la tendance à s'intéresser davantage au présent et à l'art contemporain, dont témoigne le marché de l'art, finisse par se manifester aussi dans les musées et les expositions. Les musées d'art ancien se montrent tout sauf insensibles à l'intérêt accru de notre société pour le présent et à la tendance connexe à considérer le passé à partir du présent. Le regard critique actualisant et l'appel à plus de diversité semblent avoir été particulièrement déterminants dans la création d'expositions et l'actualisation des présentations permanentes des musées. Sous l'influence des musées d'art contemporain, la tendance est clairement à la diversification des collections et des œuvres présentées dans les musées, ainsi que des personnes impliquées dans les projets muséaux. La première a notamment conduit à des expositions très belles et très remarquées sur des artistes féminines peu connues des Pays-Bas méridionaux, comme Michaelina Wotier, là à gauche. Je ne sais jamais s'il faut dire Wotier ou Wotier, enfin on est en France, je dirais Wotier. Et Clara Peters, que vous voyez à droite, ou à l'acquisition et à l'exposition plus active dans les galeries d'autres artistes féminines comme Katharina van Hemessen ou Maria Federbe. Ces initiatives sont fascinantes et nécessaires, mais aussi beaucoup plus limitées pour le domaine de l'art ancien que pour celui de l'art contemporain. C'est ce que montre par exemple The Story of Art Without Men, l'histoire de l'art sans les hommes, l'ouvrage publié à la fin de l'année dernière par l'historienne de l'art britannique Katie Hessel. Elle y propose un panorama de l'histoire de l'art européen dans lequel elle ne présente que des artistes féminins. Le titre est une référence directe à l'ouvrage d'Ernst Gombrich intitulé The Story of Art, publié en 1950. La première édition de cette histoire de l'art ne présentait aucune femme. Une story of art without women, en d'autres termes. Hessel soulève ainsi un point très pertinent. Son livre montre également de manière fascinante l'importance des femmes dans l'art et combien il est incompréhensible que leur travail ait été si négligé par le passé. Contrairement à Gombrich, Hessel inclut des old masters féminins. Et ça dit énormément, je pense toujours qu'on peut dire des old masters, mais on peut aussi dire old mistress, mais ça a une signification tout à fait différente en anglais. Une différence notable dans la présentation chronologique de son livre par rapport à celui de Gombrich est qu'à la page 110, sur environ 450, elle a déjà atteint la fin du XIXe siècle. La période allant de 1500 à 1600 occupe pas plus de 10 pages, qui sont en outre abondamment illustrées. Lorsque le lecteur de la première édition de Gombrich arrive à l'année 1600, il a déjà parcouru plus de la moitié du livre. L'art ancien, dans un schéma tel que celui de Katie Hessel, est avant tout un prélude à un phénomène qui s'avère particulièrement pertinent à l'époque moderne. C'est dans ce sens que le premier chapitre de son livre a reçu le titre significatif de « Paving the Way », préparer le terrain. À ma connaissance, une « Story of Art Without White People » n'a pas encore été écrite, mais elle atteindra probablement l'année 1900 encore plus rapidement que le livre de Hessel. Si nos idées contemporaines sur la diversité sont un critère pour juger de la valeur et de la pertinence de l'art, alors l'art ancien devra de plus en plus céder la place à l'art contemporain. L'attention accrue portée au rôle des femmes dans l'histoire de l'art est une conséquence directe du fait que davantage de femmes sont employées comme chercheurs et conservateurs de musées que, par exemple, dans les années 1950, lorsque Gombrich a écrit son Story of Art.
La diversification de l'art est indissociable de la diversification des personnes qui, dans les institutions artistiques et les universités, s'y intéressent. Pour le monde de l'art ancien, la diversification du groupe de personnes impliquées dans la création du musée et des expositions peut être un principe beaucoup plus fructueux que la diversification des œuvres exposées. L'art ancien qui nous vient du passé est simplement ce qu'il est. En dépit de quelques femmes artistes très intéressantes, il reste essentiellement masculin, blanc et chrétien. C'est également dans la diversification des types de personnes travaillant avec l'art ancien que l'on peut observer le plus d'initiatives en Flandre. Par exemple, les artistes contemporains jouent à nouveau un rôle de plus en plus important dans le monde de l'art ancien depuis une dizaine d'années. Je dis délibérément à nouveau, car le rapprochement des mondes de l'art ancien et de l'art contemporain est moins moderne qu'il n'y paraît. Les grands musées nationaux, comme le Louvre ou le Rijksmuseum ou le Prado, ont été créés à la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, principalement dans le but d'apprendre et d'inspirer les artistes contemporains, et pas aujourd'hui que pour le grand public ou pour les tourismes, mais d'abord pour les artistes. Les artistes contemporains se révèlent souvent de grands admirateurs et des défenseurs passionnés des maîtres anciens. Luc Tuymans, ici présent au festival, a été l'ambassadeur du festival culturel de la ville d'Anvers Baroque 2018. Il a notamment été commissaire de l'exposition Sanguine, Bloedrood au MUCA, combinant des chefs-d'œuvre de l'ère baroque et de l'art contemporain. Des artistes contemporains dialoguent avec des maîtres anciens comme Berlinde de Breukelen dans mon propre musée, le Museum Hof van Busleiden à Malines. Dans l'exposition It Almost Seemed a Lily, de Breukelen a présenté une série d'œuvres d'art inspirées des besloten hofjes de Malines et qui ont également été exposées avec les hofjes. Les artistes, plus souvent que les universitaires et les conservateurs, considèrent l'art du passé comme faisant partie d'une tradition vivante. Ils restent certainement sensibles aux thèmes liés à la diversité, à la durabilité et la démocratisation, mais en outre, peut-être plus que les conservateurs et les universitaires, ils ont un œil particulièrement attentif à des éléments tels que la technique, la forme et la perspective. L'évolution chronologique de l'art est généralement moins importante pour eux que pour les conservateurs ou les chercheurs. Et quelqu'un me disait quelque chose que j'ai trouvé très très beau, il disait que toute œuvre d'art a été contemporain. Donc il n'y a pas l'art contemporain et l'art ancien parce que toute œuvre d'art a été contemporain dans son époque. Une approche critique et idéologique de l'art ancien dans une perspective contemporaine met en évidence les aspects qui vont à l'encontre de la direction que nous voulons donner à notre époque. Les œuvres des maîtres anciens deviennent alors un symbole de l'Occident blanc, masculin, chrétien et élitiste, quelque chose qui semble s'opposer à une société plus inclusive et plus diversifiée. Pourtant, ceci ne doit pas nécessairement être ainsi. Outre le dialogue avec l'art contemporain, celui avec les personnes et l'art qui ne sont pas blancs et occidentaux est également très précieux. Les deux vont souvent de pair. L'année dernière, au musée Groeningen de Bruges, Ottobon Nkanga a fait dialoguer son œuvre avec des pièces historiques de la collection des musées de Bruges. Les relations de pouvoir entre l'Europe et l'Afrique y apparaissent, bien sûr, mais aussi une culture partagée autour des textiles, des teintures et des épices. Dans mon propre musée, le Hof van Busleiden, Magali Elali de Constant Now, une galerie d'art anversoise qui vise à donner une tribune aux jeunes artistes de couleur, développe une ligne personnelle d'art contemporain à travers l'histoire que nous racontons dans mon musée à Malines, qui est l'histoire des Bourguignons et des premiers Habsbourg. Les personnes issues de milieux chrétiens blancs, non occidentaux, ne voient pas nécessairement dans notre art ancien uniquement un symbole d'inégalité et d'oppression,
comme le montre un très beau livre qui, je sais parce que je l'ai trouvé, qui a aussi été traduit en français, Unglaubiges Staunen über das Christentum. Dans ce livre, Navid Kermani, un professeur germano-iranien d'études orientalistes et lui-même musulman, analyse ce qui l'attire dans l'art chrétien occidental. Outre les artistes contemporains et les personnes de couleur, toutes sortes d'autres groupes sont de plus en plus impliqués dans le fonctionnement des musées d'art ancien en Flandre. Le musée des Beaux-Arts et la MSK de Gand a récemment organisé, en étroite collaboration avec la communauté LGBTQ+ locale, une promenade LGBTQ à travers les expositions permanentes du musée. En approfondissant une douzaine d'œuvres du musée, il réfléchit à l'histoire queer qui est littéralement accrochée au mur du musée, mais qui n'a jamais été racontée auparavant. Je conclus. L'art du passé et les musées dans lesquels il est exposé n'ont-ils un avenir que s'ils peuvent être directement et clairement reliés aux préoccupations du présent? Est-ce qu'on peut encore montrer des œuvres anciennes tout simplement pour ce qu'ils sont? Peut-être, peut-être pas. Il y aura sans doute une autre période où c'est surtout l'autre qui nous interpelle dans l'histoire et où le poids du présent s'atténuera à nouveau. Ce qui ne reviendra pas, ou du moins espérons-le, c'est que parler de ce qui rend l'art ancien fascinant, précieux ou spécial est le privilège d'un petit groupe homogène. En ce sens, l'art ancien est devenu de plus en plus diversifié. L'art ancien et les musées où il est exposé seront, j'espère, des choses multiples pour des personnes multiples. Merci bien. Merci beaucoup. Vous nous demandez à réfléchir beaucoup, et vous savez tous que c'est un débat qui est aussi très présent ici en France. Une sorte de questionnement de quel est le rôle de la culture, comment culture et société se rapprochent, avec aussi parfois un danger de censuration. Donc voilà, vous mettez les pieds dans le plat, comme on dit. Est-ce que vous pourriez éventuellement dire un peu plus dans votre propre institution? Comment vous attaquez ces questions-là? Est-ce que c'est quelque chose qui modèle aussi votre politique d'exposition? Oui, tout à fait. Et le fait, c'est aussi que moi, j'ai aussi dû beaucoup apprendre là-dedans. Et comme vous venez de l'expliquer, je n'ai pas vraiment eu une formation en muséologie ou en histoire de l'art. Et j'ai commencé à travailler dans ce musée particulier de par le fait que je connaissais bien la période bourguignonne et habsbourgeoise, mais aussi parce que simplement j'aimais beaucoup l'art plastique, j'aimais beaucoup la peinture en particulier. Et au début, quand je suis entré, je voulais surtout raconter cette histoire, surtout de cette histoire bourguignonne habsbourgeoise. Mais à un certain moment, on a dû fermer le musée et on avait un budget pour refaire un peu la présentation permanente. Et on a fait un sondage parmi un groupe très diversifié de visiteurs du musée. Et il y avait une jeune femme dans un de ces groupes, une jeune femme qui était malinoise, qui était je sais pas, qui venait d'une famille, je sais pas, non orientale, et qui me disait: moi, je ne visite pas votre musée, c'est pas mon musée, c'est pas mon histoire, ça. C'est pas ma culture, c'est pas mon histoire. Et là, je me suis dit, c'est bien votre histoire. Je veux dire, le début du XVIe siècle a été très, très, très importante pour la colonisation. Hein. Les Habsbourgeois ils étaient dans l'Amérique du Sud, il y avait les Portugais qui étaient en Inde, ils étaient en Afrique, ils étaient partout. Ça a tellement déterminé notre monde. Mais je me suis dit, c'est peut-être nous qui ne racontons pas l'histoire d'une façon pour que tous les visiteurs puissent y trouver quelque chose qui connecte à ce qu'ils sont. Et donc, nous avons fait beaucoup de choses. C'est que souvent, il suffit de regarder différemment à un tableau. Hein. On regarde toujours à certains aspects d'un tableau, mais on ne voit pas que souvent, il y a même le portrait. En fait, j'ai découvert que le portrait le plus ancien dans l'art occidental d'un individu africain a été fait à Malines.
C'était un gardien de corps du jeune Charles Quint qui a été élevé à Malines. Mais on ne s'en rendait pas compte. Donc seulement regarder, mais aussi, par exemple, dans les audioguides, de demander à différentes perspectives. Nous avons une très grande tapisserie qui appartenait au cardinal Granvelle de la prise de Tunis par les troupes de Charles Quint. Mais bon, quand on fait l'explication, le cartel à côté de cette tapisserie, raconter cette histoire vraiment de la perspective de Charles Quint, qu'il a repris Tunis et qu'il a battu je ne trouve pas, mais qu'il a battu ses troupes musulmanes. Mais on peut aussi, par exemple, laisser quelqu'un raconter cette même histoire, mais de l'autre côté. Et aussi, ce qu'on fait, j'en ai dit quelque chose avec Magali Elali, elle est un jeune spécialiste d'art contemporain qui a des racines africaines et qui travaille surtout, presque seulement, avec des jeunes artistes belges de couleur. Et elle a choisi, elle n'était pas complètement libre, mais assez libre de choisir des œuvres qu'elle fait dialoguer avec notre collection. Et dans toutes ces manières, on peut en même temps raconter l'histoire, parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut raconter une certaine histoire, mais aussi laisser d'autres voix commenter là-dessus. Mais c'est chercher, enfin, ça ne peut pas être trop cherché non plus. Il faut que ça a quelque chose de logique et de naturel aussi. Il y a des questions dans la salle. Est-ce que je peux vous demander de parler dans le micro parce qu'on enregistre pour nos archives? Alors, merci pour cet exposé. Il me semble dans ces débats que le grand élément absent dans les débats d'inclusivité et diversité, c'est la classe sociale. Et vous l'avez mentionné, je pense, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur l'accessibilité des musées du point de vue social, et je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas si vous avez des idées là à partager avec nous. Non, c'est un point très pertinent. C'est peut-être un sujet qui est moins à la mode que la diversité ethnique, sans doute. Mais là aussi, surtout on essaye de faire quelque chose avec ça, aussi tout simplement en essayant de laisser les gens regarder littéralement les marges des tableaux. On parle pas pour rien de la marginalité. Donc, ce qui est marginal, c'est ce qui est dans les marges. Parce qu'on avait, c'est un exemple que je donne souvent, on a un grand tableau dans le musée qui montre la prise de la ville de Neuss par Charles le Téméraire. Et les guides du musée, et moi aussi, on montre toujours, il y a Charles le Téméraire là-dessus, il y a aussi des tireurs venant de Malines, qui sont aussi représentés. Ils ont un tente avec les couleurs de la ville de Malines. Et c'est toujours là-dessus qu'on pointe. Mais j'avais un collègue de l'université, un historien de l'université de Louvain, qui me disait, mais vous avez vu, dans la marge, on a eu des premières représentations de prostituées dans un tableau. Et là, de l'autre côté, il y a des femmes spies, espionnes, des femmes espionnes qui sont regardées. Donc souvent, là aussi, c'est de chercher dans le tableau et d'essayer de montrer. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que dans beaucoup d'art, surtout du art ancien, du 15e, 16e siècle, c'est qu'il y a assez peu de traces d'autres groupes dans la société. Et encore, surtout dans la marge aussi, on a aussi des fragments architecturaux. Et là aussi, on voit d'autres groupes sociaux, aussi les animaux et les chiens de la rue, par exemple, on les voit là-dedans aussi. Mais là aussi, c'est une question d'être attentif à ces choses-là. Mais ce n'est pas encore tout à fait ce que vous voulez dire. Vous voulez dire aussi la diversité sociale dans les visiteurs d'un musée.
Ben là, je pense justement que le problème est presque insoluble, c'est ça, insoluble. Bon, on ne peut pas solver le problème parce que l'art est toujours le privilège des élites. C'était au XVe siècle le cas, c'est aujourd'hui encore le cas. Et bon, si on va diversifier l'art du point de vue des couches sociales, il faut le détruire et fermer les musées. Oui. Peut-être qu'on y arrivera un jour. C'est pas mon opinion, hein, mais... Dernière question, parce qu'après on doit libérer la salle pour le prochain. Est-ce qu'il y a des données concrètes, chiffrées, qui montrent le résultat de cette nouvelle approche plus inclusive? Et est-ce qu'il y a une évolution vers le haut ou vers le bas? Et est-ce que vous pensez que ça durera quelques décennies, par exemple? Non, c'est une très bonne remarque et c'est une remarque ou une critique qui est souvent faite, c'est que quand on veut faire quelque chose pour des minorités, il ne faut pas aller travailler dans un musée, hein, il faut aller dans l'enseignement où il y a d'autres domaines dans la société où on peut faire davantage. Est-ce qu'il y a des données concrètes? Je ne pense pas. Je sais qu'il y a des données concrètes que les musées d'art contemporain attirent plus de jeunes que les musées d'art anciens. Souvent, on fait des projets avec des écoles et des groupes spéciaux, et bien évidemment, eux, ils viennent au musée. Mais aussi, en même temps, il faut aussi être réaliste. Et nous, on essaye d'attirer un public moins exclusivement blanc. Mais quand il y a des gens avec une culture, pas seulement occidentaux, qui viennent au musée, ce sont très souvent des gens qui ont fait l'université aussi, bien évidemment. Mais nous, on dit, il faut essayer de faire des petites choses. Si déjà on peut attirer ces gens-là, c'est quelque chose, c'est un premier pas. Hein, et je pense que ça vaut le coup de faire cet essai pour attirer, pour déjà diversifier un tout petit peu les visiteurs du musée. Reste à savoir si c'est le seul axe qu'il faut garder en tête. Oui, tout à fait, tout à fait. Et aussi du fait que on n'est pas sûr. Enfin, que souvent il y a des gens de couleur qui sont attirés, comme le livre que je viens de montrer, qui sont attirés justement par cet aspect catholique ou chrétien de notre culture. Donc, c'est surtout, mais c'est quelque chose qui est important pour notre époque et ça changerait. Je veux dire, quand moi j'avais commencé à travailler dans le musée, ce qui était il y a 6-7 ans, c'était surtout la participation. Il fallait tous les gens devaient participer. Quand on a fait une œuvre d'art soi-même, il faut pouvoir le mettre dans le musée et toutes sortes de groupes dans la ville qui devaient participer. Et là, on est 5-6 ans plus tard et c'est déjà quelque chose de complètement différent. Donc, ça change tout le temps. Et c'est bien parce que ça montre un certain dynamisme dans les musées aussi. Mais ce n'est certainement pas prouvé que rendre les musées et les arts plus démocratiques, que la société en deviendra plus démocratique aussi. C'est plus une zone de jeu où d'expérimentation. Merci beaucoup. Merci Samuel.